Mon nom est Mackenzie Reed et pendant 8 longues années, mes parents m'ont traité comme si j'étais morte. Aucun appel, aucun message, pas un mot. Puis un matin, mon nom est apparu partout dans Forbes et, quelques heures plus tard, mon téléphone s'est illuminé. Un texto de ma mère, le premier en 8 ans, dîner de la veille de Noël à 18h30. Famille uniquement. Discussion importante. Je l'ai lu 2 fois et j'ai senti une vieille cicatrice se rouvrir. Je savais exactement ce que discussion importante voulait dire. Cela avait toujours signifié la même chose. Alors j'ai répondu, j'y serai. Et ce soir-là, j'ai franchi leur porte d'entrée en portant le seul cadeau que ma mère, celle qui m'avait enterré 8 ans plus tôt, n'aurait jamais imaginé. Si cette histoire vous révolte ou si votre famille vous a déjà tourné le dos simplement parce que vous avez choisi votre propre chemin, écrivez dans les commentaires la ville d'où vous regardez et abonnez-vous maintenant, car la suite est là où commence le vrai drame. Il y a 8 ans, j'ai quitté cette maison sous la pluie battante de novembre avec une seule valise. J'avais 19 ans et je venais d'annoncer à mon père, Anthony Reed, que j'abandonnais Northwestern pour partir en Californie créer une start-up fintech. Il a explosé. Il a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a frappé le sol, a claqué les 2 mains sur la table et a crié assez fort pour que tout le quartier l'entende. À partir de ce soir, Mackenzie Reed est morte. Pour la famille Reed, morte. Vous m'entendez? Ma mère, Joyce, n'a jamais levé les yeux de son assiette. Elle a seulement pincé les lèvres et continué à pousser des petits pois avec sa fourchette. Mon frère cadet, Drake, 17 ans, déjà collé à son téléphone, a lâché un rire moqueur, parfait. Une personne de moins a volé le Wi-Fi. Ma tante Valérie, la sœur cadette de mon père et véritable patronne de Reed et son au quotidien, s'est renversée dans sa chaise, a croisé les bras et a donné le coup de grâce, ne reviens pas en rampant quand ton petit fantasme explosera en plein vol. Tu viens de brûler chaque pont menant à ton héritage. Je suis resté là, trempé, mon manteau à moitié enfilé, attendant que quelqu'un dise, attendez, stop. C'est toujours notre fille, notre sœur, notre petite fille. La pièce est restée silencieuse, sauf la pluie martelant les vitres. Puis j'ai senti une main douce tirer ma manche. Grandma Eleanor m'a tiré dans le couloir, loin de la table, a glissé 5 billets de $100 dans ma main et une petite note pliée dans la poche de mon manteau, son numéro écrit en encre bleue. Elle a pris mon visage entre ses mains une seconde, m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré, va leur faire ravaler leurs mots, bébé. Ce furent les derniers mots que quelqu'un dans cette maison m'adressa pendant 8 ans. J'ai pris la ligne rouge jusqu'au centre-ville, acheté le billet Amtrak le moins cher pour la baie et embarqué à bord du California Zephyr avec seulement ma valise, les $500 et un téléphone mort. 52 heures plus tard, je suis descendu à Emeryville avec $41 en poche. Les 12 premiers mois n'ont été que survie. Je passais d'un canapé d'amis à un autre, dormais dans des laveries quand j'avais épuisé les hospitalités, et travaillais 3 emplois à la fois, 5 heures à midi barista, midi à 18 heures coursière d'Ordage sur un vélo emprunté, 20 heures à 2 heures femme de ménage dans le quartier financier. Certaines semaines, mes dîners se résumaient à des nouilles instantanées et de l'eau du robinet 3 fois par jour. Je me douchais dans une salle de sport ouverte 24h24 grâce à un essai gratuit de 7 jours que je recréais avec de nouveaux emails. J'ai appris à coder sur les ordinateurs gratuits des bibliothèques parce que je ne pouvais pas payer le Wi-Fi. J'ai vécu 14 mois dans une chambre de 17 mètres carrés avec 5 autres personnes, dormant sur un matelas qui sentait la vieille nourriture à emporter. Quand le chauffage est tombé en panne en janvier, j'ai dormi avec tous les suites que je possédais. Il y a eu des nuits où je restais assise sur l'escalier de secours à 3 heures du matin, regardant les lumières de la ville, prête à acheter un billet aller simple pour rentrer et implorer le pardon. À chaque fois, je ressortais la note de Grandma Eleanor, relisais son écriture, puis retournais coder. J'ai construit la première version de l'application sur un MacBook 2015 fissuré acheté $200 sur Craigslist, apprenant Swift et Python jusqu'à ce que mes yeux se croisent. Je l'ai lancé sans budget marketing et j'ai vu les premiers utilisateurs arriver, puis des centaines, puis des milliers. Les investisseurs ont finalement frappé à la porte. Je n'ai jamais contacté ma famille. Pendant 8 ans, la seule voix de mon ancienne vie était celle de Grandma Eleanor qui m'appelait une fois par mois depuis un téléphone prépayé caché dans sa Bible. Elle ne demandait jamais d'argent, ne prêchait jamais, ne disait jamais « je te l'avais dit ». Elle écoutait, disait qu'elle était fière, et raccrochait avant que les minutes ne s'épuisent. C'était tout. Toute la famille qu'il me restait. Ce matin-là, je regardais la baie de San Francisco par la fenêtre quand l'article de Forbes est tombé. J'ai ouvert le lien par réflexe.
Mon nom trônait tout en haut de la liste finance des 30 under 30, en lettres noires épaisses. L'article m'appelait la décrocheuse qui avait bâti un empire avec du code et de la rancune. Il expliquait que l'entreprise que j'avais lancée sur un vieil ordinateur dans une chambre bondée venait de clôturer un tour de table valorisé à exactement 128 millions. Je me suis laissé tomber dans mon fauteuil en cuir, le téléphone brillant encore dans ma main, attendant la vague de triomphe que j'avais imaginée pendant des années. Rien n'est venu. L'appartement était silencieux, sauf le ronronnement du réfrigérateur et le gémissement lointain d'un bateau dans le brouillard. Il n'y avait personne à appeler, personne à prévenir, personne à qui dire « Regardez, j'ai réussi ». 8 ans de silence absolu avaient suffi à tout effacer. Puis l'écran s'est rallumé. Pas un investisseur, pas un journaliste, un numéro que j'avais supprimé mais que je pourrais reconnaître après 8 ans. Je l'ai lu jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Mon pouls est devenu froid, régulier. Je connaissais cette phrase par cœur. Dans le code RID, discussion importante voulait dire une seule chose, quelqu'un avait besoin d'argent. Je me suis avancé vers la baie vitrée. 9 mois plus tôt, Grandma Eleanor m'avait appelé tard dans la nuit. Sa voix était douce, presque désolée. Elle m'avait dit que RID et Son avaient trop grandi, que les taux avaient explosé et que les banques ne patienteraient plus. Dette totale, 14,2 millions, garantie par chaque magasin, la maison, même le 401K de mon père. Elle ne m'a pas demandé de réparer. Elle ne l'aurait jamais fait. Elle a juste dit, je pensais que tu méritais de savoir avant que ça sorte dans les journaux. Cette même nuit, j'ai créé une LLC dans le Delaware, l'ai imbriquée dans 2 holdings supplémentaires et j'ai commencé à racheter la dette, discrètement, patiemment, morceau par morceau. Quand la journaliste de Forbes s'est assise en face de moi dans ce salon pour parler de mon ascension, je possédais déjà chaque privilège, chaque note, chaque avis de défaut. Ils n'ont jamais soupçonné que l'acheteuse était la fille qu'ils avaient enterrée. J'ai observé les lumières de la ville danser sur l'eau, et quelque chose s'est refermé en moi, froid et définitif. J'ai ouvert l'application aérienne et réservé le dernier vol direct pour Chicago ce soir-là. Pendant que le billet se chargeait, j'ai composé le seul numéro que je n'avais jamais bloqué. Grandma Eleanor a décroché au premier appel. C'est sorti, ai-je dit. Je l'ai vu il y a 1 heure, a-t-elle répondu, la fierté brisant sa voix. Tu l'as fait, Mackenzie. Un silence. Ta mère vient aussi de m'inviter au dîner de Noël. Première fois depuis des années. J'ai fermé les yeux. J'arrive. Elle a expiré doucement. Fais attention à ce que tu apportes avec toi, ma chérie. Je suis prudente depuis 9 mois, ai-je répondu. Ce soir, j'arrête. J'ai fait un sac pour la nuit, une robe noire, des talons, et le dossier en cuir que je gardais dans le coffre-fort. À l'aéroport SFO, j'ai surclassé la location pour une Mercedes GL noire parce que je voulais qu'il la voie arriver. Quand l'avion a viré vers l'est au-dessus de la baie, j'ai posé le téléphone face contre la table et laissé les 8 ans s'installer comme du plomb dans mon estomac. Nous avons atterri à OR juste après le coucher du soleil. J'ai désactivé le mode avion. Un deuxième texto de ma mère est apparu immédiatement, comme si elle attendait, hâte de te voir. Tant de choses à rattraper. Je n'ai pas répondu. J'ai pris les clés de la Mercedes, me suis installé au volant, et j'ai roulé vers les banlieues que j'avais fui autrefois avec une valise et $500. Cette fois, je ne fuyais pas. Cette fois, je rentrais pour récupérer ce qui me revenait. La veille de Noël, j'ai conduit dans les rues enneigées d'Oakbrook. La Mercedes noire glissait sur la neige fraîche, ses phares fendant les flocons tourbillonnant alors que je tournais dans le cul-de-sac familier. La maison se dressait devant moi, drapée de couches de lumière LED blanche qui la faisaient ressembler à une vitrine de grand magasin vendant l'illusion d'une famille parfaite. À travers l'immense fenêtre, un sapin de 4 mètres scintillait, noyé sous l'or et le rouge, exactement les mêmes couleurs qu'ils utilisaient depuis mes 12 ans. Je me suis garé derrière la Lexus vieillissante de mon père, et coupé le moteur, et laissé le silence s'étirer un long moment. Puis je suis sorti dans le froid. Ma mère a ouvert la porte avant même que je n'atteigne la dernière marche. Joyce portait la robe en velours rouge réservée à la veille de Noël, les perles serrées comme une armure. Elle m'a serré dans une étreinte brève et raide qui sentait le Chanel numéro 5 et l'inquiétude. Mackenzie, tu es là, a-t-elle chanté d'une voix plus aiguë que d'habitude. Mon père est apparu juste derrière elle dans son blazer des fêtes. Anthony me donna la tape d'homme classique dans le dos, 2 petits coups secs, sans vrai contact. Ça fait longtemps, hein, dit-il, ses yeux glissant déjà vers la Mercedes qui brillait sous le réverbère.
Drake arriva en traînant les pieds depuis le salon, souhait à moitié ouvert, le visage bleui par la lumière de son téléphone. Il leva à peine les yeux, me reconnut, hocha vaguement le menton. « Yo » marmonna-t-il avant de replonger dans ce qui l'intéressait davantage. Tante Valérie se tenait près de la cheminée qui rugissait, une flûte de champagne oscillant entre ses doigts manucurés, ses sequins noirs attrapant chaque reflet du feu. Son regard glissa sur mon manteau, mes bottes, puis resta sur le Kelly d'Hermès accroché à mon bras, comme si elle en calculait mentalement la valeur. Eh bien. Voilà ce que le chat a ramené. Beau sac. J'ouvrais la bouche pour répondre quand deux petits bras forts m'enlacèrent par le côté. Grand-mère Éléanore se serra contre moi, lavande, savon et vanille, tout ce qui sentait la sécurité. Elle me tint plus longtemps que la bienséance ne l'aurait permis, puis se recula juste assez pour murmurer à mon oreille, « Tu l'as fait, gamine. Tout ce qu'il disait que tu ne pourrais jamais faire. » Mes yeux picotèrent une fraction de seconde. L'entrée se transforma en parade de gaieté forcée. On prit les manteaux, on proposa des verres, les compliments fusaient comme des balles. Papa me guida vers le salon, commentant les nouveautés comme un agent immobilier, parquet neuf, lustre neuf, téléviseur de 75 pouces accroché à la place des anciennes photos de famille. Le rituel continua, maman me demanda comment s'était passé le vol, comment était le temps en Californie, si j'avais essayé la nouvelle boulangerie au levain dans le Mission. Papa voulait savoir si la Silicon Valley était toujours folle et si les actions Tesla allaient vraiment, to the moon. Drake, sans lever la tête, demanda si les gens de la tech travaillaient vraiment ou jouaient seulement au ping-pong toute la journée. Valérie tournait autour de moi, laissant tomber de petites piques déguisées en plaisanterie, ça doit être agréable d'avoir des investisseurs qui te jettent de l'argent, ou encore, certaines filles ont vraiment toute la chance, pas vrai? Je répondis poliment, souris sur commande et les regardais me regarder. Chaque question pesait quelque chose. Chaque rire évaluait ma valeur actuelle. Grand-mère Éléanore resta à portée de main, remplissant discrètement mon eau pétillante, glissant sa main sur la mienne quand le sourire de Valérie devenait tranchant. Elle ne m'en posa aucune devant eux, elle savait déjà tout. Finalement, maman applaudit des mains, le dîner est servi. Nous migrâmes vers la salle à manger. La table pouvait accueillir 14 personnes mais n'était dressée que pour 7 assiettes à liseré doré, verre en cristal, les mêmes chemins de table rouge et or qui existaient depuis les années 80. Mon marque-place, calligraphié à la perfection, se trouvait au bout opposé à celui de papa, la même place insignifiante qu'on m'assignait adolescente. Nous nous assîmes. Un serveur engagé apporta l'entrée, salade de pois rôtis et noix caramélisées, réduction de balsamique arrangée comme une œuvre moderne. La conversation resta parfaitement superficielle, comme le quartier était joli cette année, comme la neige était parfaite pour les photos, comment Valérie avait trouvé un décorateur, absolument adorable. Le deuxième plat arriva, jambon glacé au miel coupé fin, purée de pommes de terre fouettées comme un nuage, haricots verts aux amandes effilées et c'est exactement le menu que maman servait chaque Noël. Valérie menait la discussion, se plaignant des chaînes d'approvisionnement impossibles et des concurrents en ligne qui tuaient les boutiques physiques. Papa opinait gravement, remplissant les verres, veillant à ce que tout le monde reste détendu. Quand les assiettes furent débarrassées, la performance était parfaitement huilée. Il riait un peu trop fort, se passait un peu trop souvent le panier à pain, veillant à ce que je me sente accueilli, manqué, presque aimé. Je posai ma serviette, attendis que le rideau se lève sur la vraie raison de mon invitation. Quand la dernière tranche de jambon fut servie, mon père déposa son verre de vin avec un cliquetis sec qui fendit la fausse jovialité de la soirée. Le serveur disparut. Le piano qui jouait, Douce Nuit, en version feutrée devint soudain ridicule. Papa redressa les épaules, croisa les mains comme pour une présentation en conseil d'administration et me fixa droit dans les yeux. Ridenson est au bord de tout perdre, commença-t-il d'une voix basse et répétée. Tante Valérie enchaîna sans hésiter, on est devenu gourmand après le Covid. Tout le monde dépensait. On a ouvert 4 nouveaux magasins en 18 mois. Puis les taux d'intérêt ont doublé, les coûts ont explosé, et les géants en ligne ont écrasé le trafic. Les banques avaient envoyé leurs avis de défaut final jeudi dernier, un paiement manqué de plus et elles saisissaient les magasins, les stocks, cette maison, tout. Maman laissa échapper un sanglot parfaitement chronométré, tamponnant les coins de ses yeux secs. 42 ans du nom de ton grand-père, Anthony. 42 ans de Riden sont balayés en un instant. Drake posa enfin son téléphone, s'étira de manière théâtrale et adopta son meilleur air de frère concerné, c'est assez simple, en fait. Il nous faut 2,8 millions pour refinancer les pires prêts et acheter 6 mois.
Après, on restructure et tout roule. Pas un gros truc. 4 paires d'yeux se tournèrent vers moi en parfaite synchronisation. Papa se pencha, sa voix se radoucissant comme lorsqu'il voulait un service du comité du country club. Tu as incroyablement bien réussi, Mackenzie. Nous sommes si fiers de toi. Le mot fier brûla comme de l'acide. Cette entreprise est toujours ton héritage. Ton sang a bâti ces magasins autant que le nôtre. Valérie intervint, mielleuse, on ne te demande pas la charité. Tu auras des parts privilégiées, les intérêts que tu veux. Tu serais l'héroïne qui sauve l'héritage familial. Maman chercha ma main, je la laissai se poser sans la serrer. S'il te plaît, ma chérie. Ça pourrait tout réparer. On pourrait redevenir une vraie famille. Drake haussa les épaules, déjà lassé, 2,8 millions, c'est même plus de l'argent réel pour toi, non? Tu signes le chèque et on passe à autre chose. Sous la nappe damassée, la main d'Eleanor trouva la mienne, chaude, fine, inébranlable. Elle ne parla pas. Elle n'en avait jamais eu besoin. Je regardai lentement autour de la table, le calme calculé de papa, les larmes parfaitement jouées de maman, le sourire prédateur de Valérie, l'indolence de Drake. 8 ans de rien. 8 ans d'anniversaires ignorés, de réussites passées sous silence, d'aucune visite quand j'étais malade, d'aucun appel quand mes levées de fonds étaient annoncées, d'aucun mot quand mon nom faisait la une de TechCrunch. 8 ans où j'étais morte pour eux. Et maintenant, le jour même où Forbes me couronnait, j'étais redevenue ma chérie. Soudain, l'héritage comptait. Soudain, le sang valait 2,8 millions. Papa tenta une dernière pression, prenant ce ton autoritaire qui autrefois me faisait tressaillir, on te mettra au conseil. Des actions votantes, un partenariat complet, tout ce qu'il te faut pour te sentir à l'aise. Aide-nous juste à garder les portes ouvertes. Valérie acquiesça vivement, mon avocat peut préparer les papiers pour demain matin. Tu aurais une vraie part de l'entreprise, pas juste une appli. Les doigts de maman se crispèrent un peu plus, ses ongles s'enfonçant légèrement, on peut tout réparer, ma chérie. Toute la douleur. On serait enfin réunis. Je retirai doucement ma main, pris une gorgée d'eau lente et délibérée. Toute la table retint son souffle. La prise d'Eleanor se raffermit aussi claire qu'un feu vert silencieux. Je reposai mon verre dans un petit clic, puis parlai enfin, 2,8 millions, répétai-je en laissant le chiffre flotter. Les épaules de papa se détendirent imperceptiblement, déjà soulagé. Je me permis le plus petit, le plus froid des sourires. Intéressant, ce timing. La température sembla chuter. Les visages se figèrent. Je posai ma fourchette, regardai grand-mère une fois, puis appuyai sur un seul bouton de mon téléphone. La porte d'entrée s'ouvrit dans une rafale de vent arctique qui fit ployer toutes les flammes des bougies. La neige explosa dans le vestibule en un nuage blanc. Des pas lourds et assurés traversèrent le marbre sans hésitation. Sawyer Brox entra dans la salle à manger, une mallette en aluminium brossée encore poudrée de neige à la main. Son manteau de charbon portait l'âpreté tranchante de l'hiver. Il marcha droit vers la table, posa la mallette en plein centre de la nappe de Noël ruinée, juste entre le candélabre en cristal et le jambon à moitié entamé, et ouvrit les verrous d'un geste sec, 2 clics métalliques parfaitement nets. « Bonsoir », dit-il d'une voix froide et parfaitement posée. « Je m'appelle Sawyer Brox. Je suis l'avocat principal de Mackenzie Reed. » Mon père se redressa à moitié de sa chaise. Quitte à laisser entrer chez moi. Sawyer ne lui accorda pas un regard. Il commença simplement à sortir d'épais dossiers, les alignant comme des armes sur un présentoir. « Il y a 8 mois, dit-il, j'ai racheté l'intégralité de la dette en souffrance de Reed & Son. 14 200 000 $ répartis sur cette facilité de crédit distincte ont été achetés puis transférés à une société à responsabilité limitée du Delaware. Cette société est détenue à 100% et contrôlée par Mackenzie Reed. » Il fit glisser le premier dossier. La page de garde hurlait, cession de billets et de sûreté, en lettres noires. Valérie se jeta dessus et l'arracha. « C'est impossible. Nous aurions été notifiés. Vous étiez. » Sawyer coupa, implacable. Il produisit un second dossier, accusé de réception de courrier recommandé adressé au service juridique interne, État UCC 3 modifié et déposé auprès du secrétariat d'État de l'Illinois, formulaire de consentement des prêteurs signé de mars à août. Chaque notification a été reçue et classée, continua-t-il, inarrêtable. Troisième dossier, les billets à ordre originaux, chacun portant désormais une nouvelle mention manuscrite,
payable à Reed Acquisition LLC, sans recours. Quatrième dossier, les hypothèques enregistrées sur les 11 magasins, l'entrepôt de distribution et cette résidence privée, chaque acte de fiducie listant le même nouveau créancier. Cinquième dossier, les garanties personnelles signées par Anthony Reed, Joyce Reed et Valérie Reed, désormais exigibles exclusivement envers l'entité du Delaware. Le verre de vin de ma mère glissa de ses doigts et se brisa au sol. Le vin rouge s'étala sur la moquette blanche comme une blessure fraîche. Drake leva enfin les yeux, la bouche béante. Tu as racheté notre dette? Sawyer tourna une autre page. Mademoiselle Reed en a acquis 100%. Chaque privilège, chaque clause de défaut, chaque recours. Le visage de mon père devint pourpre. Il abattit ses deux paumes sur la table si fort que les assiettes sautèrent et que les couverts volèrent. C'est du chantage. Non, monsieur, répondit Sawyer presque avec douceur, le chantage est un crime. Ceci est de la propriété. Il ouvrit le dernier dossier, une unique feuille intitulée « Notification de défaut et exigibilité anticipée ». À 18h52 ce soir, Reed & Son est en défaut matériel sur toutes ses facilités. Les 14 200 000 $ sont désormais immédiatement exigibles. Les ventes de saisie peuvent être programmées dès demain matin. Les yeux de ma mère roulèrent en arrière, elle glissa de sa chaise, totalement inerte. Drake se jeta à genoux et la rattrapa juste avant que sa tête ne touche le sol, la tenant contre lui tout en me fixant avec horreur. Valérie bondit, sa chaise raclant violemment. « Tu as planifié ça ?» hurla-t-elle, la voix brisée en quelque chose de presque animal. « Tu nous as piégés. Espèce de... » Mon père tremblait de rage, les veines gonflées à ses tempes. « Tu ne détruiras pas cette famille. Pas ce soir. Jamais. » Les doigts de grand-mère Eleanor se resserrèrent autour des miens sous la table, chauds, solides, inébranlables. Sawyer referma la mallette dans un clic doux et final puis recula. La pièce se figea. Les seules sonorités étaient la respiration haletante de ma mère sur le sol et le vent qui mugissait dehors. Je laissai le silence s'étirer jusqu'à devenir insoutenable. Puis je parlais, bas, calme, parfaitement clair, vous savez maintenant qui détient l'avenir de Reed & Son. Mon père frappa la table si fort que les verres à eau en cristal se renversèrent dans une réaction en chaîne. L'un roula jusqu'au bord et éclata sur le parquet. Ma mère gisait encore à moitié effondrée, Drake la soutenant, Valérie hurlant quelque chose à propos de poursuite et de police. Le lustre au-dessus de nous tremblait comme s'il allait tomber. J'attendis que le vacarme grimpe, se brise, puis retombe en respiration déchirée. Alors je plongeai la main dans mon manteau, sortis un dernier dossier en cuir noir, mince, et le posai au centre exact de la nappe de Noël ruinée, juste au-dessus de la mallette close de Sawyer. Sawyer s'avança, l'ouvrit pour eux, puis recula. À l'intérieur reposait un chèque de banque de 350 000 $ américains, tiré sur mon compte personnel à la First Republic Bank, et dessous un accord de 15 pages intitulé « Renonciation totale et définitive à toute réclamation, intérêts et droits successoraux dans Reed & Son, ses filiales, actifs et tout trust familial. » Je parlais pour la deuxième fois de la soirée, la voix parfaitement égale, ce chèque est à vous dès que la dernière signature est attestée et notariée. En échange, Anthony, Joyce, Valérie et Drake Reed renoncent de manière permanente et irrévocable à toute réclamation présente ou future sur Reed & Son, son immobilier, ses stocks, ses marques, ses comptes bancaires et tout trust ou succession existant ou futur. Vous repartez ce soir avec 350 000 $ de quoi acheter un petit condominium, 2 voitures d'occasion et vivre tranquillement loin d'Oakbrook. Vous refusez, et les ventes de saisie commencent demain à 9h. Tout partira au plus offrant. À vous de décider. La pièce devint si silencieuse que j'entendais la neige frapper les fenêtres. Grand-mère Eleanor lâcha ma main, se pencha, prit le lourd stylo Montblanc, tourna directement à la page de signature témoin, et écrivit « Eleanor Margaret Reed » dans sa belle écriture ancienne. Puis elle reposa le stylo et adressa à la table le sourire le plus calme et le plus rayonnant que je lui avais jamais vu. Ce sourire les anéantit. Valérie attrapa le stylo ensuite, sa main manucurée tremblant si violemment que l'encre se déformait en petites pointes. Elle griffonna « Valérie Ann Reed » comme si elle poignardait le papier, puis jeta le stylo si fort qu'il rebondit sur l'assiette de mon père. « J'espère que chaque dollar vous brûlera. » Drake signa après elle, des larmes de pure rage coulant sur ses joues. Il traça « Drake Anthony Reed » en entaille furieuse, marmonnant, incroyable, et, cinglé, pendant tout le temps. Ma mère avait été remise sur sa chaise par Drake.
Elle était livide, son mascara coulant en rivière noire. Elle contempla le chèque comme s'il risquait de s'évaporer, puis me regarda, puis la ligne de signature. Sa main tremblait comme une feuille au vent. Joyce Marie Reed apparut dans la même écriture cursive qu'elle utilisait autrefois sur mes autorisations scolaires. Lorsqu'elle eut fini, elle laissa rouler le stylo et enfouit son visage dans ses mains tremblantes. Mon père resta debout, dominant le document comme s'il pouvait l'intimider pour le faire disparaître. Sa poitrine montait et descendait en saccades furieuses. L'horloge du hall sonna 21h30. Il fixa la case de signature pendant une minute entière, son orgueil et sa terreur livrant bataille sur chaque trait de son visage. Finalement, il arracha le stylo. Le premier trait déchira le papier. Il appuya plus fort, plus lentement, jusqu'à ce que « Anthony James Reed » soit gravé en lignes épaisses et sombres, de la même main qui avait signé mes lettres de refus d'université, me disant de devenir sérieuse. Il laissa tomber le stylo comme brûlant. Sawyer passa aussitôt, vérifia chaque signature, parapha chaque page en rouge, apposa son sonotarial de l'Illinois et son timbre embossé sur la page finale, puis rangea l'original dans une enveloppe neuve et plaça des copies certifiées devant mon père. « Le chèque est valide et négociable dès ce soir, dit-il. La dette est déclarée payée et soldée à 21h32. Toutes procédures de saisie sont définitivement annulées. Vous pouvez déposer les fonds immédiatement. » Il referma tout, glissa l'enveloppe sous son bras et s'écarta. La salle à manger n'était plus rythmée que par les sanglots brisés de ma mère et le tic feutré de la cire qui refroidissait. Je me levai. Grand-mère Eleanor se leva avec moi, accrochant son bras au mien sans hésiter. Je l'ai regardé une dernière fois. Mon père fixait la table, les épaules effondrées. Les poings de Valérie étaient si crispés que ses jointures blanchissaient. Drake tenait ma mère pendant qu'elle pleurait dans son sweatshirt détrempé. La main de grand-mère était chaude, fière, indestructible. Je parlais une dernière fois, doucement, clairement, joyeux Noël. Puis je tournai les talons et quittai la salle à manger, grand-mère Eleanor à mes côtés, Sawyer 2 pas derrière, emportant la seule chose qui restait de l'empire qu'ils avaient juré que je ne toucherais jamais, mon nom sur chaque ligne qui comptait. J'aidai grand-mère à monter dans la Mercedes pendant que la neige continuait de tomber. Sawyer referma sa portière, fit le tour jusqu'au siège conducteur et démarra sans se retourner. Les lumières de Noël se fondaient en traînées rouges et dorées dans la vitre arrière. Grand-mère reposa sa tête contre le cuir chauffé du siège et laissa échapper un long souffle apaisé. « Ça va ?» demandai-je. Elle tapota ma main. « Mieux que je ne l'ai été depuis 40 ans, ma chérie. » Nous roulâmes en silence jusqu'au petit condo de 2 chambres que je lui avais acheté 6 mois plus tôt au centre de Hinsdale. Elle avait refusé tout logement plus grand. Elle avait dit, « J'ai trop de souvenirs dans les grandes maisons. Je veux la paix maintenant. » Ce soir-là, elle s'était endormie dans son fauteuil devant la cheminée, enveloppée dans le plaid en cachemire que je lui avais offert. J'ai embrassé son front et laissé Sawyer m'attendre en bas. 6 mois plus tard, elle s'est éteinte comme un long souffle. Le manoir d'Oakbrook a été vendu aux enchères pour 4,9 millions, à peine de quoi couvrir les derniers privilèges après que j'ai libéré l'hypothèque principale. Papa a déménagé dans un appartement d'une chambre à Wheaton. Maman a demandé le divorce 31 jours plus tard, invoquant des différends irréconciliables. Elle a pris la moitié du chèque de banque et a disparu dans un condo à Naples, en Floride, sans laisser d'adresse. La licence immobilière de tante Valérie a été suspendue après 3 plaintes d'éthique d'anciens fournisseurs. La dernière nouvelle que j'ai eue d'elle, elle vendait des sacs à main dans un grand magasin à Schaumbourg, uniquement à la commission. Drake a tenu 3 semaines dans une concession automobile avant d'être renvoyé pour retard répété. Maintenant il fait des livraisons Uber Eats dans le même sweat à capuche noire qu'il portait ce soir de Noël là, encore légèrement taché du mascara de maman. Reed & Son est devenu Reed Financial Collective sous ma pleine propriété. J'ai gardé 3 magasins phares, rebrandé le reste et remis l'entreprise à flot en 9 mois. Les employés restés ont obtenu des augmentations et des parts, ceux qui s'étaient moqués de moi des années plus tôt ont vite trouvé d'autres postes. Grand-mère Eleanor n'a jamais demandé un centime. Elle passait ses journées à lire ou jardiner sur son minuscule balcon et m'appelait chaque dimanche à exactement 16 heures. Certains dimanches, elle racontait comment grand-père avait ouvert le premier magasin avec un prêt de $5 000 en 1981. D'autres, elle se contentait de m'écouter parler du travail et disait « Je suis fière de toi, Mackenzie. » Chaque jour. La veille de Noël suivante arriva douce et calme. La neige retombait, mais cette fois d'une manière apaisante. Je suis allé chez elle avec un petit sapin phrasé dans le coffre et 2 mugs de chocolat chaud maison agrémentés de schnapps à l'amande poivrée.
Elle m'a accueilli à la porte en pyjama écossais rouge et avec les chaussettes duveteuses que je lui avais achetées l'année précédente. Nous avons décoré le petit sapin avec seulement 12 ornements, un pour chaque année de mon absence et un de plus pour l'année de mon retour. Pas de traiteur, pas de quatuor à cordes, seulement le crépitement du feu et la voix douce de Bing Crosby sur un vieux tourne-disque. Elle m'a tendu une petite boîte emballée à minuit, à l'intérieur se trouvait le mot qu'elle avait glissé dans la poche de mon manteau 8 ans plus tôt, celui avec son numéro écrit à l'encre bleue, désormais plastifié et encadré. La vraie famille, dit-elle en tapotant le verre, c'est celle qui reste quand tu n'as plus rien à offrir. Mes yeux ont brûlé pour la première fois depuis des années. Nous nous sommes assises par terre devant la cheminée, le dos contre le canapé, les jambes étendues comme si nous avions de nouveau 20 et 70 ans. Les lumières du sapin clignotaient rouge, vert, or. Dehors, le monde était blanc et silencieux. J'ai levé mon mug vers la seule personne qui ne m'avait jamais déclarée morte. Elle a heurté le sien contre le mien. À la petite fille qui leur a prouvé à tous qu'ils avaient tort. Nous avons bu. Le chocolat était doux et chaud. Le feu craquait. La neige continuait de tomber. Et pour la première fois de toute ma vie, Noël ressemblait exactement à